Naviguer au travers de la pression académique constante, de l'anxiété sociale et des attentes qui sont toujours plus élevées, honnêtement, c'est pas une mince affaire. Alors, bienvenue dans cette explication. Aujourd'hui, on explore ce qui pourrait bien être le guide de survie ultime pour le monde moderne et tout particulièrement pour la vie étudiante. C'est vraiment fascinant de voir qu'un texte écrit il y a des milliers d'années contient potentiellement les clés pour transformer cette expérience étudiante, souvent super chaotique, en un parcours beaucoup plus serein et maîtrisé. Mais pour commencer, il faut absolument se poser la vraie question pour aller à la racine du problème. Qu'est-ce qui cause vraiment notre stress? Est-ce que c'est la montagne d'examens finaux, la pression écrasante des pairs ou bien l'incertitude terrifiante face à l'avenir professionnel? Quand on regarde la vie sur les campus aujourd'hui, on voit un niveau d'anxiété qui est juste sans précédent. Les horaires débordent, les notifications n'arrêtent pas de pleuvoir et la performance est exigée partout. Notre objectif aujourd'hui, c'est de s'attaquer à la source profonde de toute cette anxiété. Et l'antidote à tout ça, de façon assez inattendue, nous vient de cet homme, Épictète. Né vers l'an 50, cet ancien esclave est devenu un des plus grands philosophes stoïciens de l'Empire romain. C'est fou quand on y pense, parce que ses enseignements antiques offrent une réponse d'une puissance redoutable aux luttes étudiantes d'aujourd'hui. Tu sais, il n'enseignait pas pour bien paraître dans la haute société. Il voulait donner à son monde des outils bruts, concrets et testés sur le terrain pour rester debout quand la vie brasse un peu trop. Voici comment on va aborder notre exploration en 6 étapes. On commence par une intro au stoïcisme, ensuite on regarde la sphère de contrôle, comment gérer l'anxiété et l'échec, surmonter les jugements extérieurs, la discipline au quotidien et on termine avec le temps de l'action. C'est parti. Section 1. Introduction au stoïcisme. Bon, un point super important à retenir, c'est que ce fameux manuel n'a même pas été écrit par Épictète lui-même. C'est son élève, Arien, qui a rassemblé les principes essentiels de son prof de manière très concrète. Comme on le voit dans cette définition, c'est un guide pour celui qui veut devenir philosophe. Il faut faire attention ici, devenir philosophe, ça ne veut pas dire apprendre des concepts obscurs par cœur pour passer un examen théorique. Ça veut tout simplement dire devenir quelqu'un de capable de penser clairement et de bien vivre, et ce même quand c'est le chaos total à l'extérieur. Section 2. La sphère de contrôle. C'est vraiment ici, dans les 4 premiers chapitres, que se trouve la fondation absolue de la méthode d'Épictète, ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Ce tableau illustre une séparation super radicale. D'un côté, il y a ce qui dépend strictement de nous, nos pensées, nos impulsions, nos désirs. Si on ramène ça à la vie étudiante, c'est l'effort mis dans une recherche ou le niveau de concentration en classe. De l'autre côté, on a le reste, la réputation, l'argent ou la note finale donnée par le prof. Le texte est clair, s'attacher émotionnellement à ce qui échappe à notre contrôle, c'est la garantie de vivre contrarié et perpétuellement angoissé. Pour bien visualiser ça, l'analogie des bains publics au chapitre 4 est parfaite. En allant au bain romain à l'époque, il fallait s'attendre à se faire éclabousser, bousculer ou même voler. L'équivalent aujourd'hui, traverser la cafétéria bondée sur l'heure du dîner, subir le Wi-Fi qui plante en plein examen, ou survivre à un travail d'équipe où un membre disparaît complètement, un beau cas de ghosting académique. Le but stoïcien, c'est pas d'exiger que les autres ou la technologie soient parfaits, mais de se préparer aux frictions inévitables tout en gardant sa propre paix d'esprit. Section 3. Gérer l'anxiété et l'échec. Regardons cette citation du chapitre 5. C'est vraiment l'idée maîtresse pour changer notre perception de la pression. Elle nous montre qu'une mauvaise note ou un refus d'admission, c'est pas la vraie source de détresse. L'événement en soi, il est neutre. La douleur, elle vient uniquement du petit film qu'on se fait dans notre tête et du jugement catastrophique qu'on colle à cet événement-là. C'est un changement de perspective qui est extrêmement puissant pour apprendre à recadrer ses échecs. Pour repenser ces événements du quotidien, le manuel propose des stratégies remarquables. Par exemple, au lieu de dire « j'ai perdu une opportunité de stage », le chapitre 11 suggère de dire « je l'ai rendu ». Ça aide vraiment à se détacher de l'idée de possession. Ensuite, l'analogie du banquet au chapitre 15, elle est géniale pour la vie étudiante. On attend patiemment que les opportunités passent, on se sert avec modération, et si une chance nous passe sous le nez, on ne s'acharne pas et on ne se ronge pas les sangs. C'est juste d'accepter ce qui arrive, comme ça arrive, pour garder son équilibre mental dans un milieu super compétitif. Section 4. Surmonter les jugements extérieurs. Alors, comment on fait pour ignorer cette pression sociale constante? Le chapitre 20 met le doigt sur une vérité un peu inconfortable, mais profondément libératrice. Face aux insultes, aux critiques en classe ou aux commentaires en ligne, le stoïcisme nous rappelle qu'une attaque verbale ne cause de tort que si on lui accorde le pouvoir de nous blesser. La colère qu'on sent, au final, c'est toujours le produit d'un choix, notre choix de se sentir offensé. C'est justement pour ça que le chapitre 33 dresse des règles de conduite sociale hyper spécifiques. En choisissant de parler un peu moins, d'éviter les ragots de couloir à tout prix, de fuir les démonstrations de luxe juste pour impressionner la galerie et de refuser de toujours se justifier face aux critiques, on se bâtit une sorte de bouclier imperméable.
C'est une stratégie redoutable pour s'extraire de la compétition sociale épuisante qu'on vit sur les campus et les réseaux sociaux et pour garder son énergie pour ce qui compte vraiment. Et face à l'injustice, le mécanisme de défense mentale impénétrable se trouve au chapitre 42. Devant quelqu'un qui juge durement ou qui agit de façon déloyale, il suffit de se rappeler cette simple phrase. C'est ce que lui pense. Quelqu'un qui critique agit toujours selon sa propre vérité, qui est souvent biaisé par ses propres insécurités. T'sais. Son erreur de jugement lui appartient à 100% et ça ne définit absolument pas notre valeur. L'opinion des autres, c'est classé fermement dans la catégorie de ce qui ne dépend pas de nous. Section 5. La discipline au quotidien. Bien sûr, adopter cette posture, ça demande un entraînement assez rigoureux. Épictète utilise la métaphore frappante des Jeux olympiques pour l'illustrer. S'engager dans une voie difficile, que ce soit des études universitaires ou la philosophie, ça demande une préparation exigeante. Faut endurer des règles strictes, suivre les directives des profs même qu'on est complètement brûlé et surtout, faut accepter le risque d'échouer le jour de l'examen final sans pour autant abandonner la course. La réussite, ça n'arrive jamais par accident. Et pour garder cette discipline quand les distractions cognent à la porte, genre l'envie irrésistible de scroller sur son téléphone au lieu de réviser, le manuel donne un outil en 3 étapes au chapitre 34. 1. On s'impose une pause, un délai ferme avant de céder. 2. On imagine le regret et l'anxiété qui vont inévitablement suivre si on lâche notre étude. Et 3. On visualise l'immense fierté d'avoir remporté cette petite victoire sur soi-même. C'est une tactique de gestion des impulsions qui est juste parfaitement adaptée à notre réalité numérique. Section 6. Le temps de l'action. On arrive vraiment au point tournant de l'œuvre. Cette citation du chapitre 51 agit comme un véritable électrochoc. C'est une invitation assez directe à arrêter d'entendre les conditions parfaites, comme le fameux « même-y-mettre au début du prochain semestre » ou d'attendre la fin imaginaire d'une période de stress. Repousser continuellement les bonnes habitudes, c'est la meilleure façon de stagner et de laisser l'anxiété dicter le rythme pour le reste de sa carrière. Le message est d'une clarté redoutable. Les Jeux olympiques sont ouverts. L'épreuve, elle, se déroule en ce moment même, chaque jour, dans chaque classe et chaque bibliothèque. Le chapitre 52 nous rappelle que c'est bien beau de lire des textes sur la gestion du stress ou d'en débattre intellectuellement, mais si on ne pratique pas concrètement l'art de lâcher prise sur le terrain, ça ne sert à rien. L'action et l'application au quotidien doivent impérativement remplacer la théorie. Bref, quand on réunit toutes les pièces du casse-tête de ces 53 chapitres, on obtient une stratégie de survie super cohésive. L'essentiel, c'est de distinguer ce qu'on contrôle de ce qu'on ne contrôle pas. Il faut désamorcer notre propre récit anxieux face aux échecs, ignorer le besoin de validation sociale, adopter une vraie discipline face aux distractions et, le plus important, s'engager dans ce voie-là dès aujourd'hui. C'est pas juste des petites astuces, c'est les fondations d'une véritable forteresse mentale. Ce qui clôture parfaitement notre explication. Avec une telle richesse stratégique pour désamorcer l'anxiété moderne et s'ancrer solidement dans les études, il faut se poser une dernière question. Lequel de ces principes anciens on va intégrer à la réalité là, maintenant, aujourd'hui? L'invitation est lancée, la théorie est sur la table, le plan de match est transparent, il n'y a plus qu'à s'engager sur la piste et à reprendre le contrôle.